dans le traitement du diabète de type 2, on est en train de vivre un grand changement de paradigme. Jusqu'à il y a peu de temps, on raisonnait de manière assez simpliste, nous les diabétologues, et voilà que ça se complique. Alors, quand on voulait prévenir les complications cardiovasculaires, alors je vous parle de la prévention primaire, évidemment en prévention secondaire ça se complique, mais on mettait une statine, on bloquait le système rénine-angiotensine, on essayait d'accompagner nos patients pour l'arrêt du tabac, et puis on visait, j'ai appris que c'était très mal. D'ailleurs j'ai fait un mixte des deux, j'ai pas mis 140-90, j'ai mis 140-80, 130-80 si tu veux. Et puis, pour prévenir les complications microvasculaires, c'est là qu'on s'acharnait sur l'hémoglobine A1C, parce que ça fait un moment qu'on a compris quand même que l'hémoglobine A1C, quand elle n'est pas trop mauvaise sur le plan prévention cardiovasculaire, ça ne sert pas à grand-chose. C'est surtout les patients qui nous préoccupaient sur le plan microvasculaire. Là, c'est pour eux qu'on visait une HbA1c à moins de 7. Et puis, pour choisir notre antidiabétique, finalement, on choisissait pour le patient du moins contraignant au plus contraignant. Et puis, pour essayer de préserver notre système de soins à efficacité à peu près comparable, on allait du moins cher au plus cher, et c'est ce que nous recommande la HAS. Donc, on mettait de la metformine en premier. Pendant longtemps, on a mis le sulfamide en deuxième intention. Puis, les inhibiteurs DPP4 sont arrivés. Pour l'instant, ils sont passés en troisième et ils sont un peu arrivés en deuxième quand même. Ensuite, on mettait l'insuline basale. Et puis, on rajoutait récemment l'analogue GLP-1 pour éviter de mettre des bolus. Voilà à peu près où on en était de manière un peu simple sur le traitement du diabète de type 2. Et puis, voilà qu'arrivent les analogues du GLP-1 et les inhibiteurs de SGLT2, et qui, dans des études normalement de safety cardiovasculaire, sont mis à sortir des résultats en fait totalement inattendus, que je vais vous rappeler dans les tableaux, sur les événements cardiovasculaires, sur la mortalité toute cause, et puis aussi sur la néphropathie, et tout cela indépendamment de leur effet hypoglycémiant. Alors là, c'est un rappel des études que vous avez sûrement vu passer sur donc la safety cardiovasculaire des analogues du GLP-1. Et j'ai entouré celui qui sort principalement de ces études, qui est le liraglutide. Et vous voyez que le liraglutide, dans ces études où la plupart des patients étaient quasiment en prévention secondaire, parce que là, vous avez 80% des patients qui avaient déjà un antécédent, avec des patients diabétiques assez mal équilibrés, à 8,7 d'HbA1c, un suivi médian de 4 ans. Et vous voyez que le liraglutide a montré non seulement un effet sur les événements cardiovasculaires significatifs, sur le décès cardiovasculaire, et puis de manière assez inexpliquée, toujours, il baisse même la mortalité toute cause. Donc voilà, le liraglutide, effet spectaculaire. Je ne vous parle pas des autres, parce que c'est celui qui sort quand même en premier dans cette optique-là. Et puis pareil, pour les inhibiteurs de SGLT2, je me rappelle de ce congrès où ont été communiqués les résultats d'Ampareg, donc avec l'empagliflozine. Les gens se sont même levés pour applaudir, tellement ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un médicament avec un tel effet. Ça ressemble un peu à l'étude avec le liraglutide, bien qu'il y ait encore plus de patients en prévention secondaire, 99%, une médiane à peu près pareil de 3 ans, pareil des diabétiques mal équilibrés, 10% d'insuffisance cardiaque, et là à nouveau un effet spectaculaire sur les événements cardiovasculaires majeurs, les décès cardiovasculaires, le décès toute cause, et puis l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc là, sur cette classe-là, des inhibiteurs de SGLT2 sort surtout l'empagliflozine. Alors, si on fait une comparaison, vous voyez, sur ces deux produits qui, au fond, montrent un peu des effets aussi spectaculaires l'un et l'autre, il y a une comparaison théorique qu'on peut arriver à trouver un peu dans la littérature. En tout cas, pour ce qui intéresse les patients, c'est de ne pas mourir. Donc, pour prévenir un décès de toute cause, apparemment, l'empagliflozine ferait quand même mieux que le liraglutide, puisque vous voyez qu'il faut traiter 39 patients pendant 3 ans pour éviter un décès avec l'empagliflozine dans l'étude, alors qu'il faut traiter 98 patients pendant 3 ans pour éviter un décès toute cause avec le liraglutide. Et puis, il y a un effet qui nous intéresse, c'est l'effet protecteur rénal que les deux produits ont. Il y a un critère composite rénal qui a été étudié, le même par chance avec les deux produits, qui est de voir apparaître une protéinurie, donc une néphropathie quand même assez avancée, doubler la créatinine ou une insuffisance rénale terminale ou un décès d'origine rénale. En fait, globalement, c'est quand même l'apparition de la protéinurie qui tire l'effet pour les deux produits. Et donc, ce critère composite rénal, vous voyez une diminution du risque de le voir apparaître avec l'empagliflozine, avec donc une diminution de 40% du risque, avec le liraglutide, à peu près une diminution de 30% du risque de voir apparaître surtout une protéinurie.
Alors du coup, des recommandations viennent de sortir de l'ADA et de l'EASD, donc communiquées au congrès de l'EASD en septembre 2018. Donc vous voyez que ces deux sociétés savantes recommandent, donc c'est complètement nouveau dans le diabète de type 2, ça a été quand même assez révolutionnaire comme recommandation, pour tout le monde de la metformine en première intention, dans l'idée que c'est quand même pas cher, ça fait pas grossir, ça donne pas d'hypoglycémie et ça prévient un peu le risque cardiovasculaire. Donc tout le monde a droit à sa metformine en première intention. Ensuite, vous devez distinguer les deux types de patients. Le patient chez qui les maladies cardiovasculaires prédominent, donc on va dire plutôt le patient en prévention secondaire. Et là, on vous recommande en deuxième intention de mettre soit donc le liraglutide, soit plutôt l'empagliflozine. Vous avez le choix, vous faites un peu ce que vous voulez. Et puis ensuite, si l'HbA1c n'est pas l'objectif, si vous avez mis l'un, vous rajoutez l'autre. Si vous avez mis l'autre, vous rajoutez l'un. Si votre patient a plutôt une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale prédominante, on va plutôt vous recommander d'utiliser l'inhibiteur de SGLT2 qui a prouvé un peu plus son efficacité dans ce cas-là. Et si vous n'êtes toujours pas à l'objectif d'HbA1c, vous rajoutez votre analogue GLP1. Et puis si votre patient, alors là, vous allez voir que c'est quand même la majorité de nos patients, ont un problème important avec le poids, et quand même dans le type 2, évidemment, comme la définition du type 2, c'est le surpoids, c'est quand même pas mal de patients. Alors on va peut-être parler plutôt de l'obésité. Et dans ce cas-là, si votre patient a un problème majeur d'obésité, en deuxième intention, on vous recommande, après la metformine, de mettre plutôt un analogue de GLP1. Donc en conclusion, pour l'instant, en France, c'est assez simple. Dans la mesure où on n'a toujours pas les inhibiteurs de SGLT2, vous savez que l'industrie, la Sécu négocie de faire baisser le tarif et pour l'instant l'industrie ne cède pas. Donc on n'a toujours pas d'inhibiteurs de SGLT2. Donc pour l'instant le raisonnement est assez facile. En prévention secondaire essentiellement, chez des patients donc en prévention secondaire cardiovasculaire ou qui ont une microalbuminurie persistante malgré le traitement de l'HTA et le blocage du système rénine-angiotensine, ou s'il est même encore plus grave sur le plan rénal. S'il est plutôt obèse avec des risques de complications majeures du surpoids, on essaye de mettre maintenant le liraglutide en deuxième intention. Ce qui est vraiment assez nouveau pour nous, parce qu'on avait les inhibiteurs DPP4, qui sont quand même assez simples à utiliser. Donc je vous rappelle, je pense que les cardiologues en général, je sais que vous prescriviez les inhibiteurs de DPP4, donc vous allez sûrement prescrire le liraglutide en sortie d'USIC chez vos diabétiques. Je vous rappelle juste que c'est un injectable, il faut quand même apprendre aux patients à se piquer, il ne faut pas simplement le mettre sur l'ordonnance, sinon il ne saura pas s'en servir. Ils vomissent dans 10% des cas, donc c'est peut-être pas terrible qu'après la pose du stent avec les deux antiagrégants, ils vomissent. Nausée dans 20% des cas. Ce qu'on sait maintenant, c'est que si vous voulez qu'ils ne vomissent pas et qu'ils n'aient pas la nausée et qu'ils gardent votre traitement et vos traitements oraux, il faut en fait monter le liraglutide très très progressivement, beaucoup plus lentement que ce qui est dit par le labo. C'est que sur le stylo, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a un 0,6, un 1,2 et un 1,8, vous avez intérêt à faire monter de 3 clics en 3 clics en fait. Et tant que le patient ne tolère pas, ne montez pas la dose. Voilà un peu un côté pratique de l'utilisation du liraglutide. Jusqu'à, dans l'étude leader, 1,8 en fait, milligrammes. Alors pour l'instant, on peut dire que c'est simple. Après, ça va un peu se compliquer pour nous parce qu'on aura une panel de produits avec des effets finalement assez différents. Par exemple, quand on aura le sémaglutide, qui est moins performant sur les événements cardiovasculaires et la baisse de mortalité, mais par contre, le sémaglutide, c'est un analogue GLP1 qui fait perdre énormément de poids, jusqu'à 10 kg, qui peut faire baisser l'HbA1c 2-3 points. Donc en fait, c'est un antidiabétique quand même majeur et ça peut aider des patients à perdre beaucoup de poids. Donc là, il y aura une discussion à avoir avec le patient. Est-ce que d'ici 3 ans, votre risque de mourir va baisser, mais il n'est quand même pas si élevé que ça? Alors que si on vous met celui-là, vous allez perdre tout de suite très vite 10 kg et voir baisser votre HbA1c peut-être de 10 à 7. Donc ça sera quand même un affinement des choix pour le clinicien. Et puis vous avez peut-être entendu parler de l'étude Rewind avec le dulaglutide. Vous savez, c'est le Trulicity, c'est l'analogue GLP1 qu'on peut donner une fois par semaine, ce qui est beaucoup plus simple pour les patients. Mais pour l'instant, il n'a pas démontré son efficacité chez les patients en prévention secondaire. Mais le laboratoire Lilly préannonce qu'ils auraient des résultats spectaculaires chez des patients plutôt en prévention primaire. Donc il est probable qu'après le congrès de l'ADA, quand on aura les résultats complets, on mettra même un analogue GLP1 en deuxième intention chez des patients en prévention primaire. Voilà où nous en sommes actuellement. Merci.
Merci Agnès. L'empagliflozine, c'était une étude de prévention secondaire essentiellement. On voit que les SGLT2 inhibiteurs, c'est plutôt maintenant, en tout cas les dernières, des études de prévention primaire. Si on les avait, il faudrait trier les patients quasiment parce qu'on voit que le bénéfice arrive surtout chez ceux qui ont fait un événement. En pratique, on a à disposition le liraglutide. Alors, ce que j'entends, c'est que tu dis que tu commences à moins de 0,6. Oui, en fait, parce que le risque, c'est qu'ils vomissent des 0,6. Les nausées. Et du coup, ils l'arrêtent. Alors que les patients, vous verrez sur le stylo, on n'est pas obligé de monter à 0,6. Il faut faire 3 clics et leur dire, tant que vous avez la nausée jusque-là, vous ne montez pas. Puis vous montez à 0,6 et ainsi de suite. Et là, en 2 mois, on peut arriver à 1,2, parfois 1,8 avec une bonne tolérance. Voilà. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas oublier de prescrire les aiguilles. Oui, et de leur apprendre. Et de leur apprendre, et de leur donner un petit guide pour C'est en pratiquant qu'on apprend. Ouais. Mais vous les éduquez dans le service, vous avez ça ou en consultation, ça suffit? C'est une infirmière de consul qui leur apprend à expliquer. Mais en fait, jusque-là, ça ne se posait pas trop pour nous parce qu'ils avaient une basale la plupart du temps, donc ils savaient expliquer. Là, il va falloir leur annoncer quand même en deuxième intention, alors qu'on sait quand même qu'on a l'inhibiteur des PP4, c'est un peu particulier pour nous. De leur dire, votre deuxième traitement après la metformine, il faut vous piquer une fois par jour, c'est quand même pas rien, alors qu'on sait qu'on a sous le coude quand même des comprimés. Mais les inhibiteurs de PP4 n'ont pas montré ce qu'ont montré les autres. C'est un bon antidiabétique, mais en prévention secondaire, il vaut mieux mettre un analogue de GLP1. Mais c'est vraiment un changement de pratique.